Donc l'exposition propose de redécouvrir le Paris de l'époque romantique entre 1815 et 1848 à travers toute une promenade dans les hauts lieux du romantisme, des endroits qui existent encore, d'autres qu'on a un petit peu oubliés, illustrés à partir de tableaux, de sculptures, mais aussi d'objets d'art, de quantité de choses, de vêtements, enfin pour montrer toute la variété de cette période. Voilà, donc on se promène, on commence officiellement par le lieu du pouvoir, les Tuileries, où habitait le roi à l'époque, Louis XVIII, puis Charles X, puis Louis-Philippe. On a un petit peu oublié puisque ce palais a été détruit. Et ensuite on se promène aux galeries du Palais Royal, qui existe toujours, mais qui était un haut lieu de shopping beaucoup plus fréquenté que de nos jours, pour la mode, pour les restaurants, les maisons de jeux, plein de choses. Ensuite on se téléporte au Louvre pour assister à un salon. Donc c'était une exposition tous les ans ou tous les 2 ans des plus beaux tableaux, plus belles sculptures récentes des artistes contemporains de l'époque. Donc on a essayé de reconstituer un accrochage qui évoque cette diversité des regards de tous ces artistes qui s'intéressaient à plein de sujets différents. De là, on file sur l'île de la Cité pour redécouvrir Notre-Dame qui va bientôt être restaurée à l'époque, ce goût pour le néo-gothique, le grand roman de Victor Hugo, bien sûr. De là, on a une scansion plus historique pour rappeler la révolution de 1830, qui est évidemment une révolution politique, le passage des Bourbons aux Orléans, des combats dans Paris, mais aussi une révolution artistique avec la bataille d'Hernani, le drame de Victor Hugo au Théâtre Français, et puis la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, qui l'un comme l'autre, cette pièce comme cette symphonie, ne suivent aucune des règles académiques et sont donc des symboles de la liberté des artistes romantiques. De là, on reprend notre promenade pour le quartier latin, c'est la seule excursion d'ailleurs sur la rive gauche, pour évoquer la vie de Bohème, un autre mythe parisien de l'époque, des artistes, écrivains sans dessous, peintres, plein d'espoir, qui trouve son origine dans un texte d'Henri Murger, mais ensuite va rebondir dans l'opéra de Puccini jusqu'au cinéma américain. De là, on retourne sur la rive droite, mais plus au nord, vers la rue des Martyrs, le quartier dit de la Nouvelle-Athènes, qui est un quartier très à la mode à l'époque, en pleine construction, où habitent Chopin, Liszt, Georges Sand, quantité de personnalités artistiques de l'époque, peintres, musiciens, de Géricault jusqu'à Delacroix à l'époque. La chaussée d'Antin, elle, rassemble, c'est presque complémentaire, les banquiers et donc mécènes et collectionneurs. Et de là, on termine la soirée sur les grands boulevards, qui étaient le haut lieu des spectacles, bien sûr, aussi bien le théâtre italien, beaucoup de créations, beaucoup d'œuvres très importantes, mais aussi des théâtres plus variés, notamment ce qu'on appelle le boulevard du crime, sur une section de ces grands boulevards, où on jouait des drames sanglants ou inspirés de faits divers, et qui a donné ce nom pittoresque. On retrouve en fait Les Enfants du Paradis, ce film un petit peu culte sur cette époque. Donc on commence aux Tuileries et on termine aux Tuileries avec la révolution de 1848, au moment où les insurgés envahissent les appartements de Louis-Philippe, forcent son bureau, on présente le bureau fracturé, et puis vont s'emparer du trône de Louis-Philippe et le brûler au pied de la colonne de Juillet sur la place de la Bastille. 30 années très, très vivantes d'un point de vue culturel, aussi bien sur les scènes musicale, théâtrale, en peinture, en sculpture, la mode, les arts décoratifs, plein de choses, mais qui a cette caractéristique que Paris, à l'époque, est presque une sorte de centre du monde, alors que politiquement, Paris est totalement atone. C'est-à-dire qu'on est entre la chute de l'Empire, Paris capitale, grand empire, avec une volonté très forte de Napoléon de tout régenter, y compris du point de vue artistique et culturel. Et puis, après 1848 et avec le Second Empire, on a à nouveau un pouvoir très fort, un préfet, Haussmann, qui va remodeler la ville, on construit des bâtiments officiels, on crée des expos universelles, plein de choses. Mais on a, pendant une grosse trentaine d'années, une période de liberté intense dans la ville qui n'est absolument pas guidée par le pouvoir.
Alors 1814-1815, c'est la chute de Napoléon, donc un moment très critique pour Paris. Il y a des combats à la porte de Clichy, par exemple. Il y a une occupation militaire dans les jardins des Champs-Élysées. On voit des Cosaques camper. Donc c'est une réalité très brutale, hein, là où est installé le petit palais, construit évidemment beaucoup plus tard. On vide le Louvre de tous les trésors qui avait accumulé Napoléon, les grands tableaux de la Renaissance italienne, les marbres antiques sont rendus au Vatican et à toutes les villes dont ils avaient été arrachés. Donc on devrait être dans une grande période de déprime. Les grandes capitales, c'est Vienne, c'est Saint-Pétersbourg, Londres, et finalement Paris, qui aurait dû être une ville très atone, reste une grande capitale culturelle grâce à une certaine liberté de création, le fait que c'est au cœur de l'Europe, que l'élite parle quand même français, et cette ville brisée politiquement au départ devient un foyer d'une effervescence absolument extraordinaire. Alors on croit connaître ce Paris, il est un peu différent. Déjà il y a des lieux importants qui ont disparu depuis, comme les Tuileries, mais surtout c'est le Paris d'avant Haussmann. Donc le vieux Paris que l'on redécouvre à ce moment-là, qu'on met en valeur. Victor Hugo y participe avec son roman Notre-Dame de Paris. C'est encore une ville avec beaucoup de ruelles, un peu médiévales, et c'est une ville où les lieux à la mode ne sont pas exactement les mêmes évidemment que de nos jours. Il y a des grands travaux quand même pendant cette période, on réaménage la place de la Concorde, on termine surtout beaucoup de bâtiments qu'on pourrait croire datant de l'Empire. On termine l'Arc de Triomphe, on termine l'église de la Madeleine, on installe le tombeau de Napoléon aux Invalides, on remodèle la place de la Bastille en y érigeant cette grande colonne. Donc il se passe beaucoup de choses du point de vue de l'urbanisme aussi pendant cette période, mais on a un petit peu oublié parce que souvent ce sont des monuments liés au passé, à l'Empire notamment. Donc on a un petit peu oublié que le centre de pouvoir à cette époque était au palais des Tuileries, qui a été détruit dans l'incendie de la Commune en 1871 et non reconstruit par la Troisième République, justement pour qu'on oublie ce palais. C'est là que vit notamment Louis XVIII, qui prend la relève de Napoléon, mais c'est une cour assez atone, qui n'a rien de la grande splendeur de la cour de Napoléon, qui impose quantité de commandes fastueuses, de meubles, de costumes pour tout le monde. La cour de Louis XVIII est plus modeste, le roi est relativement impopulaire, même s'il est tout à fait intelligent, mais il est vieillissant, infirme, il est arrivé avec la défaite de Napoléon, et s'il y a une figure quand même qui émerge dans cette cour, c'est la duchesse de Berry, qui est d'origine italienne, qui est l'épouse du deuxième fils, la mère en fait de ce qu'on appelait l'enfant du miracle, puisque son mari, le duc de Berry, va être assassiné à son bras lorsqu'ils sortent de l'opéra, et 9 mois après, elle aura mis au monde un descendant pour les Bourbons. Donc elle évidemment bénéficie d'une situation un petit peu exceptionnelle. Par ailleurs, c'est une femme de goût, très coquette, qui commande beaucoup de vêtements, d'accessoires, comme on le voit sur ce très beau portrait. Et puis elle aime s'entourer de très beaux objets, notamment d'objets néo-gothiques dont elle suscite la mode. Une personnalité tout à fait extravagante, puisque après la révolution de 1830 et donc la perte du pouvoir, elle essaiera de mener des soulèvements en France pour rétablir la branche aînée des Bourbons. Donc nous sommes devant le merveilleux portrait du comte de Paris par Winterhalter, un artiste spécialisé dans les portraits de cour. Et ici, ce portrait est très émouvant. Le fils de Louis-Philippe, le duc d'Orléans, était l'héritier du trône. Mais il meurt d'un accident de circulation à Paris. Et donc soudain, son propre fils, le petit-fils du roi, donc le comte de Paris, devient l'espoir de la nouvelle branche des Orléans et l'héritier du trône. Du coup, il est pourvu de ce titre de comte de Paris qui rattache la branche des Orléans aux Capétiens, etc. Et on lui organise un somptueux baptême à Notre-Dame. Là encore, c'est très symbolique, le choix de la cathédrale de Paris. Ce sera la cérémonie la plus importante, la plus fastueuse de tout le règne. Louis-Philippe lui-même ne sera pas sacré. Il est roi des Français, il essaie d'avoir un comportement plus normal, d'héritier de la Révolution, il est habillé de manière assez sobre, mais pour le comte de Paris, il faut marquer le coup, montrer que la nouvelle dynastie Orléans a un héritier tout
tout est en règle pour fonder une monarchie durable. Malheureusement pour le comte de Paris, quand Louis-Philippe va abdiquer au moment de la Révolution de 1848, l'Assemblée n'acceptera absolument pas de confier le trône, en l'occurrence une régence, à un aussi jeune enfant. Donc il est ici représenté dans son costume de baptême devant Notre-Dame. C'est à l'époque un personnage évidemment qui suscite beaucoup d'espoir pour la monarchie. Après la Révolution de 48, il mènera une vie un petit peu en marge, et quand à la chute de Napoléon III, il sera question de rétablir éventuellement la monarchie, il ne s'imposera absolument pas, et c'est le fils de la duchesse de Berry, le duc de Bordeaux, devenu comte de Chambord, qui tentera d'être le prétendant légitime. Ce tableau est dans une collection privée, et je ne dois pas vous cacher que nous essayons de l'acquérir pour le Petit Palais. Je trouve que le portrait du comte de Paris devant Notre-Dame aurait parfaitement sa place au musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Nous sommes à présent dans les galeries du Palais Royal, un endroit qui existe toujours, mais c'est un jardin plutôt inconnu des Parisiens, magnifique, mais on a du mal à imaginer la foule qui s'y pressait autrefois, dans ces années 1815-1840. Il faut dire qu'il y avait davantage de boutiques que de nos jours, il y avait à certains endroits une grande verrière, donc le mètre carré était plus mis à profit, et c'est là que se trouvaient non seulement de grands restaurants, des restaurants à prix fixe, c'est une nouveauté, des maisons de jeux, un peu de prostitution, mais aussi tout le commerce à la mode. Donc c'est là que se retrouvent dandy et élégantes pour faire des acquisitions, pour laisser des factures impayées, pour voir les nouveautés. Et puis on y trouve aussi quantité d'objets de luxe, aussi bien des accessoires de mode, mais des pendules, des verreries, des opalines, des porcelaines Jacob Petit très ouvragées, quantité d'objets inutiles, très coûteux et merveilleux à découvrir dans une exposition comme celle-ci, où elles sont présentées dans des vitrines, comme à l'époque. Alors nous sommes devant une sélection de robes et de vêtements qui viennent tous du Palais Galliera, le musée de la mode de la ville de Paris. Des tenues tout à fait typiques de l'époque, notamment pour les femmes, des manches assez énormes, il faut le dire, qu'on appelait des manches gigots. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir des tissus imprimés, somme toute peu luxueux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ces costumes sont très rares, qu'il était difficile de les rassembler, car une grande robe de cour du Second Empire, on ne la jette pas. Si elle est démodée, on la garde dans un carton, on la met dans un grenier, ou éventuellement on retaille dans le tissu. Tandis que ces vêtements imprimés s'usent, sont transmis à d'autres personnes et disparaissent. Mais on a la chance ici d'avoir quand même toute une série de silhouettes qui évoquent aussi les silhouettes des visiteurs et des promeneurs qui déambulaient dans les galeries du Palais Royal. Nous sommes devant le Christ au Jardin des Oliviers d'Eugène Delacroix, une très grande toile, typique aussi de ces grands formats qu'on exposait au salon pour être vus et remarqués. Mais en l'occurrence, c'est une grande toile destinée à une église de Paris, l'église Saint-Paul-Saint-Louis, où il est toujours accroché très en hauteur. On l'a remplacé d'ailleurs durant l'exposition par une photographie qui continue d'ailleurs à être mitraillée par les touristes, car vraiment, vu la hauteur, on ne remarque pas tout à fait que c'est une reproduction. Mais ici, on peut exceptionnellement le voir de près, restauré avec ses couleurs absolument splendide. C'est donc une commande du préfet Rambuteau qui fait partie de toutes ces œuvres commandées à quantité d'artistes pour remplir tous les vides laissés par la Révolution dans les églises de Paris.
Donc on s'adresse aussi bien à des peintres qui ont vraiment la foi qu'à Delacroix, qui en fait est plutôt un enfant de la Révolution, dont le père était préfet, ministre, etc. Sur le tard, il sera plus mystique, mais en 1827, pas du tout. C'est un jeune lion, c'est un romantique qui s'inspire de beaucoup d'autres choses. Mais là, sujet religieux, le Christ au Jardin des Oliviers, il s'inspire, et c'est ça l'originalité de cette toile pour lui, en partie de la peinture espagnole, puisqu'on découvre en fait l'art d'un Murillo, par exemple, dont les œuvres convergent en France à la suite des guerres d'Espagne, des confiscations, des couvents de l'époque. Très grand format, très bien campé, avec ce Christ en diagonale, merveilleuse nature morte au premier plan, qu'on peut justement admirer dans le cas de l'exposition, comme autrefois au salon de 1827, mais à dire vrai, qui est un peu perdu dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis, par ailleurs un grand chef-d'œuvre d'architecture du XVIIe siècle à visiter si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc une toile très, très solide, mais qui, à dire vrai, n'aura pas, à ce salon de 1827, un impact si fort que d'autres œuvres qui ont émaillé la carrière de Delacroix, la Barque de Dante, les scènes de massacre de Sceaux ou La liberté guidant le peuple. Finalement, le tableau religieux au salon de 1827 qui marquera son temps, nous l'avons ici, mais il est accroché un peu plus loin dans la même salle. C'est une Sainte Thérèse d'Avila du baron Gérard, commandée par l'époux de Chateaubriand, qui présente la Sainte en extase, et c'est un tableau qui est peut-être plus difficile pour nous à regarder, mais qui annonce toute la peinture religieuse du XIXe siècle, le côté un peu qu'on a appelé saint-sulpicien. Mais là, on a l'origine chez le baron Gérard, qui est un portraitiste qui sait se renouveler dans cette très très belle œuvre, et qui elle aussi est un peu perdue dans l'ombre d'une chapelle, et c'est vraiment l'occasion de redécouvrir. Donc à la fois deux stars du salon de 1827, le Christ au Jardin des Oliviers de Delacroix et la Sainte Thérèse d'Avila du baron Gérard. Alors nous partons à la découverte d'un objet absolument insolite, la lampe de Saint-Michel de Félicie de Fauveau, qui est une grande lampe en bronze ouvragé, le bronze polychrome, très, très étrange, ça ressemble un petit peu à du plastique, mais c'est un chef-d'œuvre de ce qu'on appelle le goût néo-gothique, qui naît sous l'Empire, mais surtout sous la Restauration, où on est très nostalgique du Moyen-Âge, mais aussi de son contenu religieux, l'ancienne monarchie, etc. C'est quand même assez politique, et Félicie de Fauveau conçoit des objets extraordinairement ouvragé pour une clientèle très restreinte, très typique de ce premier goût néo-gothique. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Victor Hugo va surfer sur cette mode et écrire son fameux roman Notre-Dame de Paris, publié en 1831, qui connaît un immense succès, mais dont le personnage le plus important, c'est peut-être pas Esmeralda, Quasimodo, mais la cathédrale elle-même. Et finalement, Victor Hugo, lui, est un grand défenseur du patrimoine. Il avait écrit précédemment un pamphlet, Guerre aux démolisseurs, et il sensibilise finalement ses lecteurs sur les monuments historiques. Et ça va enclencher la restauration de Notre-Dame, qui va prendre 30 ans, qui est une opération de longue haleine, mais une prise au sérieux de tous ces monuments que l'on va commencer à dessiner, graver, répertorier, créer des listes de monuments, des premiers monuments historiques à sauver. Alors il n'y a pas que des combats gagnés, mais quelqu'un prend en main cette question qui est Mérimée, qui était plutôt un écrivain de salon, l'auteur de Carmen, mais qui finalement se prend au jeu comme d'autres pour sauver ces témoignages du Moyen-Âge qui avaient été évidemment très mis à mal par la Révolution et puis que l'on démolissait beaucoup dans les années suivantes de l'Empire ou de la Restauration parce qu'ils n'avaient pas été entretenus pendant des décennies. Et ils ont vraiment besoin de restauration. Notre-Dame est donc confiée à Lassus et à Viollet-le-Duc qui va y travailler pour essayer de reconstituer une sorte de cathédrale idéale et ça aboutira à cette flèche absolument incroyable qui est la sorte de chef-d'œuvre de l'architecture romantique tardive. Et parallèlement, on se met à étudier plus précisément les objets du Moyen-Âge. Une grande collection, celle de Charles du Sommerard, sera rachetée par l'État et formera le noyau du musée de
de Cluny. Donc on passe au départ d'un goût pittoresque pour le Moyen-Âge, un Moyen-Âge fantasmé qui donne des œuvres absolument éblouissantes de fantaisie, mais qui ne sont pas du tout fondées sur une véritable étude du Moyen-Âge. On passe aux monuments eux-mêmes, à la redécouverte des œuvres, leur restauration, leur mise en valeur. Voilà, le sillon est tracé, et vraiment grâce à Victor Hugo. Donc une rupture dans notre promenade parisienne avec Les Petits Patriotes de Jean Ron, un tableau qui sera exposé au salon de 1831 et qui représente donc des jeunes enfants sur une barricade dans ce Paris insurrectionnel de 1830, une révolution qui ne dure que 3 jours, mais qui met au pouvoir Louis-Philippe à l'issue de combats très brefs, mais quand même violents. Et à dire vrai, en 1831, tout artiste qui représente une scène de la Révolution de 1830 peut directement envoyer son œuvre, qui n'a pas besoin de passer à travers le filtre du jury. Jean Ron est un artiste réaliste, politiquement assez engagé, qui sera d'ailleurs le futur directeur du Louvre après la Révolution de 1848. Mais ce qui est important avec ce moment 1830 et leur commémoration, c'est que très vite, le régime de Louis-Philippe va se durcir. Et ces tableaux vont devenir un peu encombrants. C'est comme ça que la liberté guidant le peuple de Delacroix, ce grand chef-d'œuvre qu'on croit si connu depuis sa création, sera caché, va un peu disparaître à cause de son contenu insurrectionnel. Mais 1830, ce n'est pas que cette révolution, c'est aussi sur la scène la bataille d'Hernani, donc le drame de Victor Hugo, qui déchaîne des passions lorsqu'il est donné, et pas seulement le soir de la création. À dire vrai, le soir de la création, il y a surtout ses invités. Donc c'est relativement calme. Mais ensuite, progressivement, on verra de plus en plus de classiques venir combattre les romantiques contre ce drame qui ne respecte aucune des règles de l'époque, l'unité de lieu, de temps et d'action. Et puis 1830, c'est aussi la révolution de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Là encore, une symphonie à programme qui décrit la vie d'un artiste jusqu'à sa passion et son exécution. Donc rien à voir avec les scènes, rien à voir avec les mouvements traditionnels d'une symphonie, et qui vont être créés cette même année dans la Société des concerts du Conservatoire. Il n'y a plus de tradition du carnaval à Paris, mais autrefois, dans ces années romantiques, c'est très vivant. Nous avons plusieurs représentations, notamment un grand tableau qui représente la descente de la Courtille. C'est le dernier jour, et tout le monde se rassemble à Belleville et déferle en cortège jusqu'au Grand Boulevard, avec plein de costumes, etc. Un autre tableau d'Eugène Lamy, lui, représente un char de noceurs, en fait, qui traverse en diagonale la place de la Concorde, avec le prince d'Emidov, avec différentes personnalités du Jockey Club, costumés, et qui jettent des bonbons aux enfants, alors qu'une autre œuvre représente le bal masqué de l'opéra, aussi un grand moment de la vie, non seulement mondaine, mais bien au-delà. Beaucoup de gens participent à cette fête qui unit un petit peu toute la population. Cette tradition est encore très vive dans le nord de la France, mais totalement oubliée à Paris, malheureusement. Mais un grand moment aussi de défouloir dans une société qui, évidemment, est quand même un peu plus corsetée que de nos jours. Nous retournons sur la rive droite, dans un quartier très à la mode à l'époque, qui est la Nouvelle Athènes, en pleine construction. On est autour de la rue des Martyrs, où habite le peintre Horace Vernet, mais aussi Delacroix, Géricault, tant d'artistes, mais aussi le quartier où résident George Sand et Chopin, Liszt, Marie Dagout et d'autres écrivains. Voilà. Paris, c'est aussi la capitale du piano à l'époque. Beaucoup de nouveautés techniques, une centaine de fabricants, parmi lesquels émergent deux sociétés vraiment rivales, Pleyel et Erard. Nous sommes devant un merveilleux piano Pleyel, et Chopin était sous contrat avec Pleyel. Il faisait jouer même ses élèves sur des pianos Pleyel. Alors qu'à l'inverse, Liszt était sous contrat avec la maison Erard. Donc il jouait dans les salons de la maison Erard, comme Chopin dans les salons de la maison Pleyel. Alors parfois il y avait quand même un peu plus de liberté. Et si Liszt partait en tournée en Allemagne, la maison Erard le faisait suivre les pianos Erard pour qu'il en fasse d'une certaine manière la démonstration. Donc il y avait même des combats pianistiques entre Herz ou Thalberg et Liszt pour faire assaut de virtuosité.
cette grande toile au format un peu particulier représente en fait l'attentat de Fieschi contre Louis-Philippe, attentat manqué mais qui fera quand même de nombreux morts. On est en 1835, un moment où le régime se tend, mais l'intérêt pour nous de ce tableau est aussi de représenter ce qu'on appelle le boulevard du crime. Tout un alignement de théâtre du boulevard du Temple qui rivalisait de création et pour attirer le public avec des drames sanglants qui pouvaient se passer à la Renaissance, Dumas, ou au XVIIe siècle, ou au contraire s'inspirer de l'actualité la plus récente. C'est là que s'illustraient des chansonniers comme Frédéric Lemaître dans le rôle de Robert Macaire, qui chaque jour transformait un petit peu la pièce qu'il jouait. Tous ces théâtres vont être détruits sous le Second Empire pour la création de ce qui est maintenant devenu la place de la République. Donc ce tableau est vraiment un témoignage de ce grand fragment de Paris romantique, Paris disparu, au moment où on remet un petit peu de l'ordre, où Napoléon III veut concentrer les théâtres sur quelques lieux spécifiques qu'il fait construire, notamment place du Châtelet. Mais il faut imaginer les parades, le mime de bureau, enfin toute cette vie du film Les Enfants du Paradis, et c'est vraiment le lieu de divertissement principal des Parisiens le soir. Alors il y a aussi le théâtre italien, il y a l'opéra, d'autres scènes qui d'ailleurs sont pour l'essentiel aussi sur les boulevards, mais ce boulevard du crime est resté tout à fait mythique. Notre promenade parisienne se termine brutalement et dans le sang, comme il convient à un itinéraire romantique, dans les appartements de Louis-Philippe aux Tuileries. Nous sommes devant le bureau du roi qui a été fracturé et qui a conservé toutes les marques du pied de biche, puisqu'on a essayé de l'ouvrir à la recherche d'or, de diamants ou de secrets d'État. C'est le début de la révolution de 1848. Louis-Philippe va fuir et on voit derrière un agrandissement d'une lithographie de Daumier, qui est présentée par ailleurs à côté, qui montre un insurgé sautant sur le trône de Louis-Philippe. Ce trône, qui de manière très symbolique, va être ensuite traîné au pied de la colonne de Juillet, place de la Bastille, qui commémorait la révolution de 1830, et va être brûlé devant ce symbole d'une révolution de 1830 qu'on avait considérée comme inachevée, puisqu'elle avait permis la transition d'un roi à la suite d'un autre roi, et non une république. Donc la Seconde République qui en est, très vite, sera à son tour, si on peut dire, kidnappée, puisqu'on va élire comme premier président le futur Napoléon III. Avec le Second Empire, on a à nouveau des décennies extraordinairement brillantes dans la vie parisienne. Mais ce sera un régime fort, très impliqué dans Paris, qui va en confier d'ailleurs les rênes au baron Haussmann, qui va tracer ces grandes avenues, ces grands boulevards, qui va fendre ce vieux Paris. On va détruire le boulevard du crime. Alors Hugo, lui, part en exil, tandis que les œuvres d'art, le salon est transporté dans un lieu beaucoup plus grand, plus prestigieux. On crée les expositions universelles, la ville est tout le temps en rivalité avec Londres, c'est l'expansion économique, une ville d'une grande richesse qui s'impose sur la scène internationale avec un empereur donc plus puissant que n'était évidemment Louis-Philippe ou le pauvre Charles X. Donc on passe à une autre page de la vie parisienne, après cette grosse trentaine d'années, entre 1815 et 1848, où finalement toute la vitalité de la ville vient de ses habitants, aussi des personnes qui ont convergé là, aussi bien un Polonais comme Chopin, un Allemand comme Heinrich Heine, un Hongrois comme Liszt, des Italiens, Donizetti, Rossini, Bellini, qui modèlent cette vie très active, mais on est à la ville, on n'est pas à la cour. Tandis que Napoléon III, lui, va, comme son illustre oncle, à nouveau, redonner un grand prestige, un grand éclat à la ville, mais à travers le filtre d'une véritable politique culturelle. C'est une période de bouillonnement artistique, il y aurait énormément de choses. Au départ, on avait prévu 1 millier d'œuvres, puis il a fallu trancher, couper, etc. pour réduire la liste à 600, ce qui est déjà un peu fou. Mais il aurait été un peu embêtant de montrer à chaque fois une œuvre. Il y a un aspect série qui est très important, notamment pour les arts décoratifs. On ne peut pas dire c'est le triomphe du petit bronze et du bibelot, et puis en montrer un. On ne peut pas montrer l'industrie du luxe et présenter un éventail, un chapeau, une robe. Il faut quand même un peu
biodiversité, surtout que les choses évoluent au fil des années. Donc finalement, la solution, c'est de tasser, d'accrocher les tableaux les uns au-dessus des autres, comme on les accrochait à l'époque, de rassembler les sculptures dans des îlots, de faire des vitrines au Palais Royal comme des vitrines de boutique, où finalement on peut voir tous les produits, donc c'est pas un châle, mais une série, etc. Enfin, se remettre un petit peu dans l'esprit aussi de cette époque, qui n'aimait pas particulièrement la simplicité, les murs blancs et le choix unique.